des ressources humaines, qui a été directeur général de l'emploi, qui a été directeur général de l'agence de l'emploi en Algérie. Actuellement, c'est un consultant actif. Donc, Monsieur Mostafa Belaïdi nous rejoint chaque année pour notre colloque régional maghrébin. Tous nos remerciements. Et en deuxième position, donc, je vais aussi donner la parole à notre ami Abdoulaye Lam, juriste à la CNAM et secrétaire de la législation à l'Association mauritanienne des RH. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter nos amis de l'association mauritanienne des RH qui viennent de créer cette association d'une manière officielle au mois de mai 2015. Nous avons l'habitude d'avoir notre ami Bachir Fall avec nous, et bien sûr que le Maghreb uni, même si ça reste un vœu pieux, nous, dans notre association, nous avons toujours cherché à concrétiser ce vœu-là. Aujourd'hui, nous allons donc donner la parole à nos amis. C'est Mostafa, bien sûr, puisque nous dérapons dans le temps et que je crois que la pause café a l'air de trop attirer les gens. Je vais vous donner un petit quart d'heure ou 20 minutes et c'est Monsieur Abdoulaye Lam aussi, et on passera après au débat. On aura bien sûr un petit dérapage dans le temps, mais je compte sur votre compréhension, votre patience et collaboration. Je me tais, je vous passe tout de suite la parole, c'est Mostafa. Et bien sûr qu'on aura le plaisir de débattre avec vous. Merci beaucoup. Bien, je remercie Zineb de nous avoir d'abord, et l'ARFORG évidemment, de nous avoir invités et nous permettre donc de confronter notre expérience et nos projections de court terme, de les comparer aux autres pays et de voir un petit peu dans quelle mesure nous allons dans le sens de ce qui se fait ici. Pourquoi ? Parce que la législation algérienne du travail est en train d'évoluer actuellement, est en train d'évoluer parce que, elle est en train d'évoluer en raison de la situation économique de l'État. Et je vais être obligé de faire un petit rappel historique de l'évolution de notre droit du travail, parce qu'il est toujours lié à la santé économique de l'État, et ça rejoint parfaitement la problématique dans laquelle nous sommes, qui nous impose aujourd'hui d'entrer dans l'économie mondialisée, dans la concurrence, sans y être vraiment préparé. Et l'une des obligations va consister bien évidemment à essayer d'en réduire l'impact socio-économique, notamment en modifiant parfois certaines règles du code qui font partie du cadre juridique dans lequel évolue la relation de travail dans ce pays. Et d'ailleurs, bon, pour annoncer tout de suite la couleur, un groupe de travail a été mis en place tout récemment. Pourquoi ? Parce que la situation économique devient un peu plus gênante et l'entrée dans l'économie mondialisée est plus exigeante, et il faut peut-être que l'on prépare le cadre juridique en vigueur dans le pays, dans tous les domaines, à nous faciliter l'entrée dans ce nouvel espace. Et donc un groupe de travail a été mis en place par une tripartite. La tripartite, c'est une réunion annuelle qui se fait entre le patronat, le syndicat majoritaire, l'UGTA, et les institutions, enfin le ministère du Travail, qui, disons, trace un petit peu, qui fait un peu un bilan, un état des lieux, qui trace la perspective pour l'année à venir. Et cette tripartite a jugé nécessaire d'aller au concret, et donc de demander à des experts et à des représentants des syndicats, enfin du syndicat plutôt que des syndicats, et de l'administration et du patronat, de plancher sur un nouveau code du travail avec des objectifs, suivants. D'abord, regrouper tous les textes disparates qui composent aujourd'hui le cadre juridique dans lequel évolue la relation de travail pour en faire un code du travail. Le deuxième, c'est de compléter en cas de besoin les dispositions qui s'avèrent insuffisantes, et il y en a pas mal. Le troisième objet, c'est de lever les ambiguïtés qui existent et qui peuvent être source d'interprétation et donc de difficultés. D'essayer de situer un peu plus précisément le pouvoir des différents acteurs dans la production des normes qui encadrent la législation du travail, et de renforcer la négociation collective
sans, bien évidemment, remettre en cause les principaux acquis des travailleurs. Et l'objectif ultime, c'est que la réglementation du travail, comme ça a été dit auparavant, doit être non plus un frein, mais un facilitateur pour, évidemment, le développement du marché de l'emploi et le développement économique en général. Ce groupe de travail a travaillé, il a mis au point il a mis au point un projet qui aujourd'hui circule de façon pratiquement informelle entre certains experts et certaines institutions, juste parce qu'on veut vérifier de sa recevabilité et l'opportunité de l'officialiser. Donc mon objectif va consister à essayer de vous donner les grandes lignes de cette démarche, mais je ne peux pas en parler sans rappeler très brièvement l'évolution de la législation du travail en Algérie et les rapports qu'il y a toujours eu entre la situation économique, le droit du travail et la marge de manœuvre concédée aux opérateurs économiques. Alors j'ai commencé très rapidement par citer juste pour mémoire, parce que j'ai entendu M. Boka dire que la Tunisie était héritière en matière de cadrage de la relation de travail, de ce qui s'est produit en France. Eh bien en Algérie, c'est un petit peu la même chose et c'est même pire. Avant l'indépendance, l'Algérie était considérée comme dans des départements français, mais dans lesquels ne s'appliquait pas le droit du travail en France, puisqu'il y avait un droit du travail d'outre-mer qui s'appliquait en Algérie, droit du travail d'outre-mer qui évidemment permettait une exploitation un peu moins légère de l'indigène et du travailleur. Malheureusement, l'indépendance est arrivée, on a dû reconduire, faute de mieux, cette législation avec toutes ses iniquités, et donc on s'est retrouvé au lendemain de l'indépendance avec un droit du travail qui était assez contraignant et qui ne ressemblait pas à ce qui se produisait par ailleurs. Donc et ensuite, la troisième étape a été qu'il a fallu attendre jusqu'en 1966 pour voir le premier texte original produit par l'Algérie, c'était le statut général de la fonction publique, parce que l'État ne pouvait pas employer une administration qui relevait de normes qu'il n'avait pas produit lui-même. Ensuite, en 1975, quatrième étape, on a eu une espèce de code du travail, mais applicable dans le secteur privé, c'était les conditions de travail dans le secteur privé, mais il n'a eu aucune importance, aucun impact, même si c'est une référence utile pour le développement ultérieur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de secteur privé, pratiquement pas de secteur privé en 1975, et donc c'était des règles qui étaient presque un essai d'encadrement de la relation de travail sans risque. Il y a eu ensuite le développement économique de l'Algérie fait avec des emprunts assez lourds et la mise en place de ce qu'on appelait l'industrie industrialisante à l'époque. Et c'est un secteur qui avait la priorité. Il avait la priorité dans les investissements, mais également dans les marges de manœuvre qui étaient concédées aux différents opérateurs. Donc on avait laissé le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de l'époque décider lui-même du cadre juridique dans lequel il allait évoluer. Ce cadre juridique, il fallait l'harmoniser parce qu'on a acheté à l'époque des entreprises, des techniques qu'on importait des États-Unis, d'Allemagne, d'Union soviétique évidemment et des pays de l'Est. Et comme on faisait du clé en main, voire du produit en main, ces usines arrivaient avec leur méthode de gestion et leur organisation, et donc on pouvait retrouver dans la même entreprise différents systèmes de management totalement différents avec des sources totalement différentes. Il fallait donc les harmoniser. On a eu droit à un statut type de référence du secteur industriel qui a été la première base complète et exhaustive et adaptée à la conjoncture de droit du travail. C'était l'époque aussi de la gestion socialiste des entreprises, où on disait aux travailleurs, tu es le propriétaire des moyens de production, ce qui était très pratique parce qu'on lui disait, mais tu ne peux pas faire grève contre toi-même dans ces conditions-là. Donc c'était relativement pratique. Ensuite, il y a eu la période la fin des années 70 et début des années 80, dans laquelle l'Algérie était en situation financière très confortable, et cette situation permettait d'envisager de faire une redistribution du revenu national beaucoup plus généreuse, et donc ça a été l'époque du statut général du travailleur,
qui est un code du travail qui a été mis en place et qui était très généreux, puisqu'il prônait un égalitarisme très avancé, si je puis dire, et qui régissait toutes les situations de travail. Et c'était le gouvernement qui avait le pouvoir de modifier les règles. Donc le directeur général de l'entreprise et même le ministre n'avaient aucun pouvoir dans ce domaine-là. Bon, ce statut a été appliqué à partir des années 82, 83, 84, 85, et il s'est révélé très vite, évidemment, inopérant dans beaucoup de secteurs, parce qu'on ne peut pas régir le secteur industriel comme avec les mêmes règles que l'agriculture ou que le secteur des transports ou autre. Et donc, il a très vite commencé à être ébréché par des dispositions particulières jusqu'à changer complètement de destination. Et ce texte a continué à s'appliquer jusqu'à ce que la situation économique devienne totalement catastrophique. C'est les années 87, 88, 89, dans lesquelles l'Algérie, à cause de la dégringolade des prix du pétrole sur le marché international, s'est retrouvée avec 80% de recettes en devises en moins, donc incapacité totale de nourrir en intrant un secteur industriel très vorace, ni d'assurer le plein emploi comme on l'imaginait. Et donc, il a fallu faire des coupes sombres dans les effectifs. Le chômage est reparti à la hausse. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait vers la catastrophe. Alors, pour éviter la catastrophe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller frapper aux portes des institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour leur demander de l'argent pour tenir le temps que la situation puisse se redresser. Quand on a frappé à ces portes, on nous a dit oui, on peut bien vous aider, mais si vous continuez avec ce système, vous allez à l'échec. Vous allez renouveler l'échec. Et donc on nous a dit si vous voulez qu'on vous aide, vous changez de système. Donc vous abandonnez le socialisme et vous allez vers le libéralisme, vers le capitalisme. Mais bon, contre mauvaise fortune bon cœur, on a été obligé d'accepter. Et ça a été donc la période. Bon, je rappelle qu'en 88, c'était des émeutes, tout était remis en cause, les institutions, le politique, etc. Et donc, sous la houlette de la Banque mondiale et dans le cadre du programme d'ajustement structurel, on est passé vers l'économie de marché, qui impliquait évidemment qu'il y ait le changement de toutes les règles. Et dans le domaine de la relation de travail, on a abandonné le statut général du travailleur pour aller vers une loi très très libérale, qui était la loi 90-11, une loi de 90 qui encadrait la relation de travail. Et c'est à cette époque que le socialisme a été abandonné, qu'on a parlé de privatisation des entreprises et qu'on a essayé de remettre de remettre à sa place le secteur privé comme moteur du développement. C'était un vœu, bien évidemment, parce que pour y arriver, il aurait fallu, bouleverser beaucoup de choses qui n'étaient pas encore possibles à ce moment-là. Et donc, nouvelle règle de droit social, la relation de travail a été libérée. Bon, évidemment, dans le même temps, on a libéré la société civile, on a ouvert la possibilité de créer des associations, des syndicats et des partis politiques. Et donc, les choses semblaient repartir dans une nouvelle direction, mais peut-être dans le bon sens, compte tenu de ce qui se produisait dans l'environnement de l'entreprise. Mais bon, le fait qu'il y ait eu un nouveau droit du travail, de nouvelles règles qui donnaient le pouvoir en principe de créer des normes aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective, ça n'a pas produit d'effet immédiat spectaculaire, pas du tout, pour des raisons bien simples. C'est que le secteur privé était encore très faible et ne s'intéressait qu'à des activités, et ne prospérer que dans les activités qui étaient à rentabilité immédiate sans faire d'investissement lourd. Et le secteur d'État ne s'est pas emparé non plus de cette loi pour, modifier de façon fondamentale les règles de son fonctionnement dans le domaine de la gestion des ressources humaines, pour la raison bien simple, c'est que son avenir lui-même était absolument incertain, puisqu'on parlait de privatisation, etc. Et donc, ce n'était pas le moment de produire des changements très importants. Et nous en arrivons à la dernière étape, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
qui est une nouvelle fois la contraction des revenus du pays à cause de la réduction du prix du pétrole qui sont réduits de 50% depuis ces derniers temps, et de nouveau le débat sur la nécessité de confier aux partenaires sociaux et au secteur privé plus de pouvoir pour engager des réformes importantes qui vont permettre donc de faire fonctionner l'économie d'une autre manière. Je rappelle que dans la période précédente, celle des années 2012 à 2015, enfin pas de 2012 à 2015, 2005 à 2012, disons, les moyens qui étaient aux mains d'État ont permis de dépenser de l'argent un peu à travers et de faire énormément de choses en matière d'infrastructure, tant mieux, d'infrastructure, de enseignement, santé, et puis de créer énormément d'emplois d'attente, donc d'emplois aidés, comme on l'a exprimé ce matin, qui n'étaient pas des emplois productifs, mais qui étaient une manière de répartir le revenu national par une occupation qui n'était pas vraiment du travail. Et c'est au cours de cette même période que l'État, disons, croyant que la manne pétrolière allait durer éternellement, a augmenté les salaires de façon absolument artificielle, a multiplié par 3 à peu près la masse salariale globale du pays, sans contrepartie aucune, et donc il a alourdi les charges qui aujourd'hui semblent difficiles à supporter, et ce qui explique qu'il demande le secours aujourd'hui de tous les partenaires sociaux, et notamment du secteur privé. Pourquoi il demande le secours? C'est un peu pour les raisons pour lesquelles qui ont été exposées ce matin par M. Boukra, qui veut qu'on s'est aperçu, en examinant ce qui se produit un peu autour de nous dans le monde, que c'est dans les pays dans lesquels les législations sociales sont le moins soumises au pouvoir régalien des autorités que la situation économique a repris le plus facilement. Il a parlé des pays nordiques et de l'Allemagne dans lesquels la relation de travail est rythmée surtout par les résultats de la négociation au niveau des branches économiques. C'est elles qui émettent le maximum de normes qui s'appliquent sur le marché du travail. Et il a parlé des États-Unis où la reprise économique a été la plus rapide. C'est parce que c'est là où l'État est le moins présent dans les rapports de travail. Il n'a pas parlé des pays dans lesquels on a été obligé de modifier la relation de travail et de l'assouplir pour arriver à tenter de faire redécoller l'économie. C'est les pays ibériques dans lesquels il y a eu une catastrophe qui a été provoquée par les changements, puisque l'emploi s'est réduit et beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson parce qu'elles ne pouvaient plus fonctionner dans ce nouveau cadre. Donc il est apparu pratiquement que c'est en déréglementant qu'on remet de l'animation positive dans un monde du travail qui en a souffert jusque-là. Et en Algérie, évidemment, c'était le cas. L'État, disposant de moyens, pouvait faire le bonheur des gens sans demander leur avis ni leur participation, ce qui s'est traduit maintenant par l'impossibilité de continuer, et donc la nécessité de faire appel à toutes les bonnes volontés et bien évidemment à tous les moyens, dont ceux du secteur privé. Comment? En essayant de d'adapter le cadre réglementaire et législatif aux besoins d'une plus grande flexibilité au niveau aux mains des partenaires sociaux, de donner plus de pouvoir au chef d'entreprise pour lui permettre de réagir plus rapidement et plus directement lorsqu'il y a des difficultés qui se posent, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Bon, mais il s'est posé le problème évidemment de savoir dans quelles limites on allait autoriser ces partenaires sociaux à réglementer. Donc, fallait-il le faire au détriment de l'emploi, donc précarisé? Fallait-il le faire au détriment de certains acquis sociaux? Fallait-il le faire en prenant le risque de provoquer de nouvelles perturbations dans le milieu de travail? C'est ce qui explique. Donc c'est cette précaution qui explique que le travail qui a été fait, dont je vous exposais les principaux changements qu'il induit, c'est pour ça que, disons, ce travail circule de façon presque informelle. On a surtout besoin de savoir
si l'opportunité de ce texte est justifiée ou pas, et quelle est la réaction notamment des collectifs, des travailleurs face à ce travail. Je dois vous dire dès le départ que le résultat est considéré par le patronat comme étant une avancée positive et utile, et que beaucoup de syndicats, hors l'UGTA qui a participé à sa confection, considèrent que c'est une régression sociale. Alors bon, puisque j'ai plus beaucoup de temps, je vais juste vous donner quelques idées les grandes lignes du contenu de ce nouveau code du travail. D'abord, il y a un certain nombre de compléments qui ont été apportés parce qu'on a considéré qu'il fallait se mettre à jour la législation du travail en fonction de ce qui s'est produit au niveau international. Et donc, on a par exemple introduit tout un dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel. On a oublié le harcèlement moral, mais enfin, on l'a introduit. Il y a eu une autorisation de faire travailler les femmes et les travailleurs de moins de 18 ans la nuit, ce qui était interdit auparavant. On a réglementé le travail des enfants dans les activités de spectacle, de cinéma et de la mode, parce que c'est un peu au goût du jour. On a essayé d'encadrer la sous-traitance, qui a été ce matin relevée par Madame Lafrite comme étant une manière détournée de ne pas appliquer, qui pouvait être une occasion de ne pas appliquer les règles qui étaient en vigueur pour les autres travailleurs. On a encadré également le marchandage de main-d'œuvre en essayant de mieux organiser les rapports entre l'agence de l'emploi, l'inspection du travail et ceux qui mettaient à la disposition des autres, qui prenaient en charge des activités d'autres entreprises. Le travail forcé également. On a mis un chapitre sur les fraudes économiques et fiscales en demandant au droit du travail de s'y intéresser, alors qu'auparavant c'était une prérogative plutôt du droit commercial, du droit pénal. Et on a également légalisé, normalisé le dialogue social au niveau national en mettant en place donc de façon officielle et définitive des tripartites ou des bipartites annuelles qui devaient avant elles existaient mais de façon informelle, elles étaient réunies